Bonjour et bienvenue dans le podcast Génération Canopy. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir le général Vincent Desportes. Alors, ancien directeur de l'école de guerre et conférencier international, Vincent s'impose comme une voix éminente dans les domaines de la stratégie et du leadership en France, même au-delà de la France. Vous l'avez compris, Vincent va nous parler du leadership, de leadership, comment le développer, mais pas que. Alors, soyez le bienvenu, Vincent. Comment vous sentez-vous? Écoutez, très bien. Merci de me permettre, d'exprimer mes convictions, ce qui est toujours un grand plaisir chez moi et en particulier sur les 2 thèmes que vous avez évoqués, la stratégie et le leadership, qui sont, mes passions venues du monde, dans lequel j'ai passé la plus grande partie de ma vie professionnelle, hein, puisque fondamentalement je suis un soldat. Fondamentalement, mais et comment vous êtes devenu, soldat? C'est pourquoi? Comment? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que j'ai choisi ce métier très engageant il y a très longtemps et j'ai toujours l'impression de réécrire un peu ma vocation. On peut peut-être quand même essayer de trouver 3 ou 4 raisons. Ouais. D'abord, je crois que je suis né dans un milieu qui était favorable, c'est-à-dire je suis breton, enfin un pays, où un pays de la terre, un pays où on croit, en la France, on croit un certain nombre de valeurs. Je suis d'un milieu dans lequel on parlait, beaucoup de la France, on se levait à table quand on écoutait la Marseillaise, et cetera. Donc je crois le terreau était favorable. D'accord. Ça, c'est la première des raisons. La 2e des raisons probablement, c'est que je suis breton, mais je suis aussi pour des histoires de famille montagnard. Mon Mmh. père qui était breton a travaillé longtemps à Toulouse et j'ai passé beaucoup de vacances à faire de la montagne dans les Pyrénées. Et la montagne, qu'est-ce que c'est? C'est, aller un peu au-delà de soi avec des copains. C'est-à-dire qu'il faut des liens de solidarité, il faut avoir envie, il faut être courageux, il faut ne pas trop s'écouter et cetera. Mmh. Et ça a été ma vie et puis je me suis posé la question de savoir comment continuer à faire ça dans ma vie professionnelle et au fond le seul métier pour lequel on me payait pour être avec des copains et parvenir à des choses, compliquées, c'était l'armée et je dois dire et ça relève un peu de la première raison aussi, je suis dans je suis né, je suis pas né mais la question se posait pour moi après les événements de mai 68 qui était un moment où la France, tout d'un coup, semblait un peu, exploser. C'est la fin étant glorieuse et moi, j'étais un partisan de l'ordre et évidemment, dans les armées, c'est un milieu qui est plutôt ordonné et un milieu dans Un peu, lequel ouais. je me sentais, plutôt bien et ensuite, je dois dire, si on doit rajouter une 4e raison, la dernière guerre qu'avait combattue l'armée française, quand j'ai eu à choisir, c'était la guerre d'Algérie. La Mmh. guerre d'Algérie qui était pas une belle guerre, mais moi je n'en percevais pas les côtés, assez malsains, étant jeune, sortant de l'adolescence, j'en voyais au contraire le romantisme de soldats engagés dans les sables et survivants encore une fois par l'esprit d'équipe, la solidarité et je me disais que dans les armées, bah, j'allais trouver ça avec un peu d'aventure, voilà. Bon, Mmh. donc moi, évidemment, je suis pas absolument sûr que ce soit les vraies raisons, mais quand je l'ai reconstruit maintenant un demi-siècle après, je pense que c'est ce qui m'a fait converger vers ce métier de soldat que j'ai choisi et que je ne regrette pas une seule seconde parce que j'ai vécu effectivement une vie tout à fait, passionnante, une vie dans laquelle les relations humaines faisaient l'essentiel, une vie de confiance, Mmh. mutuelle, et dans lequel avec, mes amis, mes collaborateurs et mes chefs, je crois avoir, réalisé des choses qui étaient pas forcément remarquables, mais qui étaient bonnes en elles-mêmes. Mmh. OK. Bon, mais là, ça nous en dit long sur le personnage, Vincent Desportes. C'est bien comme ça qu'on le prononce, hein, Desportes? Desportes, On c'est est on est Descartes et d'accord. Desportes, voilà. On est d'accord. Desportes qui est un vieux nom breton, hein, même, si la consonance n'est pas le créac, hein, ou autre Rosporden, mais qui est breton, hein. Et qui est breton, en effet. Qui êtes-vous, Vincent, vu par Vincent? Qui suis-je? Qui Ah, suis-je? ah, Qui c'est êtes-vous? Ouais. la question est évidemment compliquée. Moi, je crois, enfin, je crois que je suis un homme de conviction.
Je crois que je suis un homme de conviction. On m'a plusieurs fois demandé de rentrer en politique, parce que je suis un peu connu et cetera, et je n'ai jamais accepté pour la simple raison que je ne suis pas capable de tergiverser sur ce que je pense être, mes vérités. Et donc voilà, je suis un homme de conviction, je les ai ça m'a causé du tort assez souvent. Par exemple, ça a en gros mis un terme à ma carrière militaire, mais je ne peux pas changer ça. Donc voilà, je suis quelqu'un qui croit en un certain nombre de valeurs, et la 2e chose, je crois, qui me caractérise, c'est ma confiance absolue dans l'homme, dans l'humain. Si on peut pas faire le métier que j'ai fait si on ne croit pas en l'homme tel qu'il est, c'est-à-dire, en l'homme, capable du pire, hein, Mmh. l'homme capable de la Shoah, du massacre des Tutsis, des massacres du 7 octobre dernier, ou des massacres de Pol Pot. Mais l'homme qui est capable du meilleur, c'est-à-dire confiance en l'homme, c'est-à-dire il faut savoir le regarder, ce que je fais, sans Mmh. naïveté, mais en confiance, et je dirais même en espérance. Avec une certitude, c'est que l'homme est, ce qu'on lui permet d'être, c'est-à-dire qu'il faut créer les conditions de son devenir. Si je crée les conditions pour que l'homme, soit mauvais, il devient mauvais. Si je crée les conditions qui lui permettent de se grandir, il grandit. Et donc, l'homme est capable du meilleur à condition de créer les conditions du meilleur. Et comment on les crée ces conditions du meilleur justement? Comment crée-t-on les conditions du meilleur? Alors, d'abord en acceptant ce que je viens de dire. C'est-à-dire que l'homme est capable du pire. L'homme est capable du pire et du meilleur. Donc je Mmh. dois créer les conditions du meilleur, donc aller rechercher, ce qui fait la grandeur dans l'être humain. Heu je pense que, l'être humain a besoin d'un certain nombre de choses. Une fois qu'on a dépassé les couches basses de la pyramide de Maslow, Ouais. l'homme a besoin d'être inspiré. Il a besoin d'être inspiré. C'est ce que nous dit, Pierre Schoendoerfer, dans Le Crabe-Tambour, hein. Ouais. L'homme a besoin d'être dirigé, mais il a surtout besoin d'être inspiré. Et je pense que l'homme aspire à quelque chose, et donc l'important, c'est de lui faire, aspirer, il faut qu'il soit inspiré par quelque chose qui le grandit, et Mmh. à partir de là, je crois que vous pouvez, à peu près, l'emmener où vous voulez, pour, encore une fois, pour le meilleur ou pour le pire. Après, je crois qu'il ne faut pas, être naïf, c'est-à-dire que l'être humain qui n'a aucune contrainte va toujours naturellement au même endroit, c'est-à-dire vers son intérêt. Et donc, je peux pas, on voit dans les livres de management qu'il faut donner du sens aux gens. Moi, je crois que c'est pas possible. On peut pas donner du sens, il faut créer les conditions pour que ça fasse sens. Et pour que ça fasse sens, il faut que ça fasse sens pour l'être humain, c'est-à-dire que lui-même s'y retrouve. Et donc, je dois lui donner de bonnes raisons d'aller là où je pense qu'il est bon qu'il aille, pour lui et pour le groupe auquel il appartient. Et Mmh. donc, et ça, c'est une idée. Moi, j'ai fait pas mal de sociologie des organisations, ça m'a beaucoup Ouais. apporté. Et je dirais que les 2 idées, fondamentales de la sociologie des organisations, c'est celle-là. La 1re, l'homme laissé à son libre arbitre va, dans le sens de la facilité, dans le sens de son intérêt. Et en même temps, là, c'est la 2e idée, l'homme est toujours rationnel au sens sociologique du terme. Mmh. C'est-à-dire que il, recherche son intérêt, et il va optimiser, il va analyser ses contraintes et ses ressources, et à partir de ça, va, aller, faire ce qui est bon pour lui. Ce que je veux dire par là, c'est que l'homme fait quelque chose parce qu'il a toujours de bonnes raisons de faire quelque chose. Et donc, si je veux le conduire vers le meilleur, il faut que je lui donne de bonnes raisons d'aller vers le meilleur. Mmh. L'homme fait quelque chose parce qu'il a de bonnes raisons, à moi de lui donner les bonnes raisons. Et les raisons seront bonnes pour lui si ça correspond à son intérêt. Donc en fait, mon problème de leader, c'est de faire converger des volontés libres vers une ambition commune, dont je pense qu'elle est bonne, pour ceux que je vais amener à aller vers cette ambition. Mais ces gens-là n'iront vers cette ambition
que s'ils considèrent que cette ambition est bonne pour eux. On peut se poser la question. Hier, je manifestais avec beaucoup d'autres Parisiens Ouais, dans une grande manifestation contre l'antisémisme et pour la République. Nous étions, je crois, 105 000 hier, ce qui est assez impressionnant. c'est vrai. Et pourquoi les gens font ça? Les gens font ça parce qu'ils ont cette grande idée que, la haine de l'autre est toujours une mauvaise chose, mais au fond, ils le font parce qu'ils considèrent qu'ils ont aussi un intérêt personnel. On Mmh. ne peut vivre en harmonie que si on se supporte les uns les autres. Donc il Bien y a sûr. toujours cette nécessité d'aller conjuguer les grandes idées, mais ces grandes idées valent si elles sont valables pour, chacun Mmh. de soi. Et d'ailleurs, quand on voit, souvent les gens, manifester ou, faire des marches blanches ou, on leur dit: «Mais pourquoi est-ce que vous êtes là?» Au bout de 2-3 minutes ou 1 minute, ce qui vient toujours, c'est: «Mais ça aurait pu m'arriver à moi». Et on voit donc qu'au fond, les gens, ils sont comme ça, hein. L'homme pense à lui, donc à moi de faire en sorte que finalement, en pensant à lui, il puisse penser aux autres et donc aller vers une, ambition, commune. Et c'est donc Bien. comme ça, hein, que, j'arrive à amener les gens à aller vers le meilleur, c'est-à-dire en raccrochant leur intérêt individuel à l'intérêt collectif dont je pense qu'il est bon pour eux. Et effectivement, madame, Bonne-Privé ou le présidente de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat pensent qu'il est bon que chacun, finalement, se défende lui-même et donc la société en sera mieux défendue si chacun admet que l'intolérable et la haine des autres n'est pas supportable en société. Mmh. On est d'accord là-dessus. Bah, ça nous amène, justement à parler de leadership. Vous en parliez, il y a quelques secondes. Le leadership, c'est quoi là? Si vous aviez une définition à donner du leadership, ouais. Alors, d'abord, je pense que le leadership n'existe pas en lui-même. Moi, Mmh. je pense que le leadership est un moyen pour une fin. C'est pour ça qu'on ne peut pas concevoir le leadership en lui-même, c'est un outil pour quelque chose. C'est un outil pour le bien ou c'est un outil pour le mal, mais c'est Mmh. un outil. C'est un outil. Et d'ailleurs, on voit bien que finalement, les outils qu'on va utiliser pour amener les humains vers le mal sont les mêmes outils que les outils qu'on va utiliser pour amener les êtres humains vers le bien. Bon, c'est un outil. Et c'est un outil, c'est un moyen qui sert à quoi? Qui sert justement à provoquer des engagements individuels. Encore Mmh. une fois, vers le bien ou vers le mal. C'est-à-dire que le leadership en lui-même est amoral. Est amoral, comme est la stratégie qui est amorale. On me pose la question, on m'a posé la question, je fais beaucoup de conférences, mais quel lien faites-vous entre la stratégie et la morale? Mais je n'en fais aucun, Mmh. hein, moi j'ai écrit beaucoup de livres de stratégie, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai écrit, on peut l'utiliser pour faire du bien ou pour faire du mal. Et le leadership, il est aussi amoral. Et ouais. C'est-à-dire que le patron d'une bande, d'une bande, d'un gang ou le patron du Hamas fait sûrement preuve de leadership, pour le Bien mal. sûr. Bon et donc qu'est-ce que c'est au fond? C'est de créer un engagement. Dans le cas du Hamas, c'est parfaitement vrai, mais dans le cas aujourd'hui de l'armée israélienne, c'est aussi parfaitement vrai, hein. Mmh. On crée un engagement collectif et donc le leadership, c'est au fond créer du collectif. C'est créer du collectif. Or, le collectif se crée, autour d'une chose et pour quelque chose. C'est-à-dire que, le collectif, je ne peux pas le créer en soi. Qu'est-ce que c'est qu'un collectif? C'est au fond un groupe de femmes et d'hommes qui ont choisi d'aller ensemble quelque part et c'est bien le but unique. C'est bien le but unique qui crée le collectif. Le but du Hamas, c'est détruire Israël. Le but Ouais. d'Israël, c'est de pouvoir vivre. Donc on a un but unique qui va créer un engagement alors, pour compléter, ce que je dirais, et pour être simple, le leadership, c'est, c'est rassembler des femmes et des hommes et les engager, dans une direction, mais je rajoute, en respectant un certain nombre de valeurs. C'est-à-dire que ce collectif est encadré par des valeurs. Le Hamas a des valeurs et Mmh. Israël a des valeurs. Elles sont, antagonistes. Elles Bien sont sûr. antagonistes évidemment, elles sont opposées, Et propre mais à chaque leader, hein.
Comment? Et propre à chaque leader, du coup, Et propre à chaque leader et propre à chaque groupe. C'est ouais, pour ça que dans la question que vous me posez, moi j'ai une réponse qui est amorale. Je dis simplement, hein, est leader celui qui arrive, Hitler a été un bon leader, ouais, hein, a été un jusqu'à la f peut-être pas jusqu'à la fin il est allé jusqu'à la ouais. destruction de sa nation et de son peuple. Mais il a été un leader au moins jusqu'au par exemple, jusqu'au mois de mai 40, il a été un leader tout à fait incroyable et pour le mal, mais Mmh. il a été un leader et donc il a réussi à créer un engagement collectif, encadré d'ailleurs par des valeurs qui étaient les valeurs du nazisme, qui sont de mauvaises valeurs que nous rejetons, mais Ouais. qui étaient bien des valeurs d'encadrement d'un collectif pour l'amener à aller quelque part. Exactement. Bon, beh, définition parfaite, je pense qu'elle est limpide et claire. Dans votre livre, vous disiez: «Devenez» donc dans le livre «Devenez leader», on ne naît pas leader, on le devient. Comment on le devient du coup? Voilà, s'il y avait des choses essentielles à mettre en œuvre, alors vous parlez de valeurs, vous parlez de justement d'un certain nombre de choses, mais qu'est-ce qu'il faut mettre absolument justement pour accroître son leadership? Alors, Pardon. d'abord ce que vous venez de dire, moi j'y crois beaucoup, hein, c'est pour ça que dans la conclusion de ce livre, «Devenez leader», le titre de la conclusion, c'est: «Il faut tuer le mythe du super-héros». Mmh. C'est-à-dire croire il faut tuer cette idée que pour être, un bon leader, il faut mesurer 1,85 m, avoir les cheveux blonds, la mâchoire carrée, l'œil bleu clair et cetera et qu'il y a, une physionomie type du leader et Ouais. on a tous connu des types qui avaient cette caractéristique, qui étaient les pires, qui étaient extrêmement, mauvais parce qu'ils croyaient peut-être trop en eux-mêmes et cetera et puis, il y a l'inverse, Quelques hein, Américains comme les ça, gens en qui ont effet. comment? Il y Comment? a il y a il y a il y a notamment un Américain bien connu comme ça. Voilà, voilà, voilà et puis à l'inverse, on peut être quelqu'un de tout à fait normal, comme je pense que je le suis. Je fais 1,72 m et je commence à avoir, les cheveux qui sont plus du tout blonds et cetera. Bon on peut être leader. Donc on est leader pas parce qu'on est, mais parce qu'on a compris Mmh, et ce qu'on pratique évidemment. Ce qu'on a et je pense qu'on devient leader que quand on a compris comment fonctionnait un être humain. mmh, Et alors ça, moi je l'ai appris petit à petit, hein. Moi j'ai commencé à être chef, on m'a mis devant des dizaines d'hommes et puis j'ai commandé comme il fallait pas commander et j'ai cru que mon autorité, reposait sur mes galons. Évidemment, c'était, totalement faux, hein et j'ai cru aussi que mon autorité reposait sur mes compétences parce que j'avais quelques diplômes et cetera et c'est évidemment faux et donc l'autorité, elle va, reposer, essentiellement, je pense, sur la compréhension de l'être humain et quand on comprend, que l'être humain, finalement, c'est pas un cerveau, c'est le cerveau est important, mais je n'obéis pas à cause de mon cerveau. Finalement, la rationalité a une certaine importance dans le fait d'accepter, mais c'est pas ce qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est de comprendre qu'un homme et je dirais d'abord, oui, un cœur et des tripes. Un cœur mmh. et des tripes. Et au fond, le leadership fait appel un peu à la rationalité, mais il fait surtout appel à ça, hein, au guts, comme diraient les Américains, Bien sûr, ouais. et, Les tripes. au cœur. Et on retrouve ça, c'est une vieille idée, alors on peut en retrouver ça chez les philosophes classiques, très classiques, par exemple, comme Spinoza, Mmh. Spinoza, qui dans la phrase la plus, citation la plus connue est, «L'homme est désir». Bon, aujourd'hui, il dirait l'être humain, parce que ce serait mal vu de dire l'homme, mais le Ou avec un grand H, mais l'homme est désir. L'homme est désir, c'est-à-dire que l'homme avance parce il ouais. désire quelque chose et on retrouve aussi cette idée chez un philosophe qui doit avoir un siècle de moins que lui, qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau Mmh. et qui dit à un moment donné, qui écrit, «C'est la raison qui fait l'homme, mais c'est l'émotion qui le conduit» Bien sûr. et donc à la fin, le leader est un créateur d'émotions, est un créateur d'émotions pour faire prendre une décision. D'abord, on a tous lu un certain nombre de livres sur les neurosciences et on Mmh, sait bien sûr. qu'aucune décision ne peut être rationnelle parce que la rationalité, au contraire, pure, empêche la décision. Parce que la rationalité, elle va faire penser aux conséquences d'ordre n ou n puissance n des différentes possibilités. Donc celui qui ne décide que rationnellement ne peut pas décider. Et donc finalement, c'est parce qu'à un moment donné, il y a de l'émotion que j'ai du désir et de l'émotion que j'avance. Et donc,
ce qui va faire décider, c'est ça. Alors nous, on le sait bien, si vous voulez, parce que quand vous êtes au combat, la rationalité normale d'un homme, c'est de fuir, c'est pas Ouais, d'attaquer on et en donc est il va d'accord. falloir autre chose. Il va falloir autre chose pour qu'il avance. Donc comment, devient-on leader? En comprenant comment fonctionne l'humain. Mmh. Et il fonctionne l'humain et donc le cœur et les tripes. Donc on sait que l'homme, a besoin de se grandir, d'être inspiré et c'est pas rationnel, c'est le cœur. L'homme a besoin de contribuer à quelque chose, l'homme a besoin d'être en harmonie avec un certain nombre de choses, mais tout ça, c'est pas de la raison, c'est profondément, du cœur et des tripes et c'est à partir de ce moment-là quand on a compris ça, qu'on peut avancer. Alors maintenant, le leadership, c'est aussi une affaire d'adéquation. Je suis pas leader tout le temps et je peux pas être leader devant, n'importe quel, type de public. Bien sûr. Je dois arriver à comprendre ce qui se passe. Ce que je veux dire par là, moi, je refuserais aujourd'hui d'être lieutenant simplement parce que, je crois que je serais plus en adéquation avec, des jeunes de 20 ans alors que je l'étais quand j'avais 25 ans. Mmh. Et donc ce serait beaucoup plus compliqué pour moi. Donc on est leader à un moment donné où, on peut dire aussi que, très probablement, on ne dirige pas des polytechniciens, comme on dirige, je ne sais pas quoi, une troupe de scouts. C'est pas exactement la même chose. Bien Le entendu, ouais. polytechnicien, on va faire sûrement davantage faire appel à sa rationalité, et pour des jeunes pleins de je sais pas quoi, de D'énergie, d'envie d'inspi, d'apprendre, d'énergie, bon, on va faire autrement. Donc il y a un problème d'adéquation et donc le stratège, il est, pas le stratège, pardon, mais le leader, il va falloir qu'il soit en empathie avec la patte humaine, qu'il mmh, est chargé de diriger et cette notion d'empathie est extrêmement importante. Je ne peux pas être leader si je ne fais pas preuve d'empathie. Je n'ai pas dit de sympathie, j'ai dit d'empathie. mmh. C'est-à-dire, au fond, que veut l'autre et comment fonctionne-t-il? Au fond, qu'est-ce qu'il désire vraiment? Puisque l'homme est désir, il faut bien que je comprenne ce qu'il désire. Et alors, c'est évidemment assez compliqué parce que plus le groupe d'hommes de femmes et d'hommes que je dirige est important, bah, plus c'est compliqué parce que les désirs peuvent être différents. Mais néanmoins, il faudra bien que je trouve un plus grand, dénominateur commun, hein, pour en faire l'objectif vers lequel je vais, les amener. On est d'accord là-dessus, et donc s'il y avait, voilà, quelles sont les qualités essentielles donc, pour être un bon leader selon vous? Alors, écoutez, on commence déjà à en avoir un peu parlé un tout petit peu, mais Ouais, je l'ai dit, il y en a plein, mais la 1re, c'est l'empathie, hein, je dois être empathique, je empathie, dois je dois comprendre. L'autre qualité essentielle, c'est que, le leadership ne se pratique pas du haut en bas, mmh, mais je dirais, il se pratique à hauteur d'homme. Il se pratique à hauteur d'homme. mmh, Alors la valeur essentielle dans les armées, une valeur, il y en a plein quand même, mais une valeur essentielle, c'est le respect de l'autre. mmh, C'est-à-dire que, dans les armées, il n'y a pas de tâches inférieures. Il y a une hiérarchie, mais il n'y a pas de tâches subalternes. Que les militaires savent bien que, bah, le général, il fait son boulot de général, il essaye de faire un plan de bataille, voilà, mais c'est pas lui qui va gagner la bataille, hein, c'est ouais, celui qui va attaquer, qui va défendre, et cetera. Et donc il y a pas de tâches subalternes. Donc nous sommes tous égaux et je crois que l'égalité en humanité, la compréhension que nous sommes tous égaux en humanité est fondamentale. Et quand je dirige pas, en position haute, je dirige en position basse. Je suis à l'écoute, je comprends, je dirige. Le chef est là pour diriger, mais il ne peut pas le faire, contre les autres, donc il faut qu'il le fasse avec les autres et c'est évidemment, comme ça que ça fonctionne. d'accord. OK, donc en tout cas, on a bien capté les qualités essentielles d'un bon leader, mais, comment développer son empathie selon vous? Comment développer son empathie? Alors, Ah, je dirais d'une part que, effectivement, tout le monde n'est pas empathique. mmh, Mais, celui qui n'est pas empathique va rester, peut-être chercheur au CNRS et puis, il ne bah, il choisira pas ou il sera rejeté par les tâches de leadership. ouais. C'est pour ça qu'on peut devenir, enfin, le leader Faut le devient vouloir déjà du devient coup. leader, mais il y a des gens qui auront beaucoup de difficultés. Ouais.
Le leader, doit faire preuve aussi de Mmh. générosité de son temps, de lui-même, et cetera. On a une règle alors dans l'armée de terre, par exemple, c'est que le chef, au bivouac ne se couche ou n'accepte de dormir, quand il est absolument sûr de ne pouvoir rien faire de plus pour les autres. Alors si vous êtes, totalement tourné vers vous, si vous êtes totalement égoïste, si vous n'aimez pas véritablement, ceux qui vous sont confiés, ça ne fonctionne pas. Nous disons: «Vous devez aimer vos soldats, ils vous le rendront au centuple». Et c'est vrai dans les entreprises civiles. Si vous n'aimez Bien sûr. pas vraiment vos collaborateurs pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire évidemment des professionnels, mais aussi, des êtres, humains de chair et de sang, avec, en admettant leurs problèmes, ça ne fonctionnera pas. Donc, aimez vos collaborateurs, ils vous le rendront au centuple. Chez nous, le subordonné qui comprend qu'il n'est pas aimé en tant que lui-même par un chef, eh bien, il ne pensera pas que le chef prendra les meilleures décisions pour le groupe, pour lui, et cetera. Et donc on a un besoin de proximité avec une difficulté, c'est que, une fois que vous avez perdu, vos distances, c'est assez difficile de les retrouver. Et Mmh. donc là, on est dans une vraie, difficulté. De Gaulle disait, je crois que c'est dans Le Fil de l'épée, l'autorité, ne va pas sans prestige, le prestige ne va pas sans éloignement. Mmh. Mais en même temps, si vous êtes trop loin, vous ne pouvez pas diriger. Et donc on a une espèce de dialectique entre la proximité et l'éloignement et le leader, il va falloir qu'il règle ce problème de dialectique. Je suis proche de toi, je te comprends, mais en même temps, bah, je suis ton chef. Et chez nous, c'est parfaitement vrai. Le chef militaire peut parfois avoir à prendre des décisions très compliquées. Il envoie telle unité ou tel chef à tel endroit, parce qu'à la fois, il pense que c'est le meilleur peut-être, mais en même temps, il sait il le met en risque. Et donc il y a cette difficulté, hein, de préserver la proximité et l'éloignement. Mmh. Le chef militaire, au moins dans l'armée de terre, c'est pas tout à fait vrai dans les autres armées pour d'autres raisons, mais on est en permanence avec la troupe, on vit avec eux. Napoléon dort avec ses soldats ou à côté, il n'est pas habillé comme les maréchaux d'Empire, il a un sale imperméable de pauvre colonel, il est pas maréchal, etc. Mmh. Et il est très proche des autres, il est devant, donc il y a une grande proximité, mais en même temps, il dirige. Et parce qu'il est très proche, il leur met quelque chose. C'est un grognard qui raconte dans ses mémoires, j'oublie le nom du grognard, mais l'anecdote est vraie parce qu'il a été, écrite. Ce type-là, nous met quelque chose dans le ventre qui fait que nous avançons et que nous avancerons toujours avec lui. Mmh. Et pourtant il est fait avancer sous la mitraille et il le fait. Et il est chef, lui dirige 50 000 hommes, 100 000 hommes, de 500 000 hommes, la grande Et ouais. armée. Et voilà. Et à la fois, il est très proche et très près. Donc, il va falloir arriver à conjuguer cette proximité et cet éloignement. Proximité qui fait que vous leur mettez quelque chose dans le ventre, pour Mmh. reprendre l'expression du grognard, et cet éloignement bah, qui fait que vous osez commander et que vous commandez et que le chef dirige. Mais je reviens à l'idée de départ, c'est-à-dire que je ne dirige pas des robots, je dirige des êtres de chair et de sang. Et Mmh. c'est parce que j'ai compris qu'ils étaient d'abord des êtres de chair et de sang que j'arriverai à les diriger. On est en phase là-dessus également. Vous parliez, d'être, alors dans votre livre, hein, toujours, un bon leader, c'est être soi-même aussi, hein. C'est un leader qui est vraiment lui. Heu, Comment tendre à être vraiment soi-même? Parce qu'on est en permanence soumis à des influences, voire des manipulations. Comment être vraiment soi-même? Alors, moi je parle de leadership authentique. Mmh. Authentique parce que je suis moi-même authentique quand je dirige. Et je disais tout à l'heure qu'on m'avait fait des propositions pour rendre politique que je n'ai jamais acceptées, parce que, le chef militaire doit être authentique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas, dire, et ne pas faire ce qu'il dit de faire. Mmh. Et ça c'est et donc il faut être soi-même. Quand vous êtes dans les épreuves, et c'est le propre du militaire, la raison d'être du militaire, c'est la crise et les épreuves. Sinon, on en voit d'autres catégories de métiers, mais bon voilà. Et
et donc, vous ne résistez pas très longtemps à l'épreuve, vous ne pouvez pas, la vérité est percée à jour très rapidement et donc, bah, vous devez être authentique, c'est-à-dire, admettre vos forces, et vos faiblesses parce que vous en avez et en même temps être fort, quoi. Mmh. Et moi, il y a un exemple de chef qui est très connu dans les armées, dans l'armée de terre en particulier, c'est le général de Haute-Cloque, beaucoup mieux connu sous le nom de général Leclerc, hein, Ah puisqu'il ouais. prend le nom de général Leclerc quand il quitte la France en 40 pour aller rejoindre le général de Gaulle et de manière à ce que sa femme ne soit pas embêtée par les Allemands, il change de nom. Et ce type-là, enfin ce général, ce grand général, qui va mourir très jeune, hein, à 39 ans, il est capitaine et il meurt à 45 ans, il est général d'armée. Et il écrit sur ses cahiers, on le sait, quand il est, jeune lycéen, il écrit toujours: «Se commander à soi-même». C'est-à-dire, il sait qu'il est un être humain, c'est-à-dire qu'il est faible, mais il va se commander à lui-même de manière à être toujours, fidèle à l'image, qu'il veut avoir de lui et qui lui permettra effectivement, d'être un chef. Mmh. Alors j'insiste un peu sur cette affaire-là. On trouve souvent aux militaires une allure un peu rigide, on lui demande d'avoir de la tenue, et bien, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on sait bien que l'être humain, porte en lui des fragilités et qu'il faut être fort sous la mitraille, au combat, et cetera, ou dans l'adversité, il faut être fort et on apprend aux soldats, à ne pas s'écouter. Un soldat, c'est celui qui ne s'écoute pas parce qu'il sait que la mission est plus grande et donc il se commande en permanence à lui-même et tellement il le fait tout le temps, c'est qu'au fond, il ne pense même plus, il le fait. Ouais. La 2e chose, anecdote sur le général Leclerc qui est intéressante, c'est, lorsqu'il se marie, dit-on, enfin c'est ce que racontent ses biographes, c'est au moment où il se marie et il passe la bague au doigt de la future madame du Haute-Cloque, il lui dit, et il la regarde dans les yeux et lui dit: «Madame, ne me laissez jamais être médiocre». Donc, il sent aussi qu'il faut demander aux autres, hein, il faut demander aux autres d'aider. Et donc, voilà, pour être moi-même, je dois me commander, je dois aussi, bah, me faire aider par les autres parce que ça n'est pas simple et Ouais. finalement être fidèle, à la mission que je me suis confiée, que je me suis donnée, hein, qui est de conduire les femmes et les hommes qui me sont confiés vers le bien. Et voilà, et donc il y a beaucoup d'exigences. Le chef Mmh. doit être exigeant, hein, Bien sûr. le ch Envers envers lui-même. soi-même et bien ouais, on est Et d'accord. donc, ce qui lui permet d'être exigeant, envers les autres. Mmh. Alors, évidemment, oui, mais, il faut aimer les autres. Oui, c'est pour ça, la phrase est connue, mais je crois que c'est important de se le dire, c'est que le leader, c'est celui qui va conjuguer au mieux, bienveillance et exigence. Je suis à la fois bienveillant, c'est ce que je te reconnais comme un être humain, c'est-à-dire je te reconnais comme quelqu'un qui peut être extrêmement fort mais qui peut être faible aussi. Et si tu commets des fautes, ce sera peut-être à cause de toi, mais ce sera aussi peut-être parce que moi, je ne t'ai pas mis dans les conditions. Et Mmh. ça, c'est quelque chose, qui est important, je ne crois pas l'avoir dit. Le stratège comme le leader, au fond, nous sommes des créateurs de conditions. Bien sûr. Ce qui nous, amène à une philosophie, c'est pas vraiment une philosophie, mais de MacGregor. MacGregor, c'est un Américain qui traite justement de management humain, ça doit bien faire une trentaine, une quarantaine d'années aux États-Unis et lui a une belle phrase, que je fais mienne. Il dit: «Vous devez être des agriculteurs, vous devez être des paysans». Et Mmh. pourquoi des paysans? Pourquoi des agriculteurs? Il dit: «Il y a 2 sortes de management. Il y a le management mécanique ou industriel et il y a le management, du paysan. L'industriel ou le mécanique, il met ses graines les unes à côté des autres, il met pas beaucoup d'espace et il tire sur la gueule des plantes, des gens pour qu'ils avancent. Il dit: «Ça marche pas parce que les Sacré les les turnover tiges derrière, passent hein. assez vite». Et Et il ouais. dit: «Au contraire, au contraire, votre problème,
c'est d'être agriculteur, c'est-à-dire vous devez, pratiquer un leadership agricole. Votre travail, c'est d'abord de planter vos graines avec suffisamment d'espace pour que, bah, pour qu'elles puissent grandir et Mmh. votre travail, c'est pas de tirer sur la gueule des plantes, c'est d'arroser, c'est de mettre de l'engrais et dans ces conditions, vous verrez que vos tournesols, bah, se tournent naturellement vers le soleil que vous leur donnez. Mmh. Non, j'adhère complètement là-dessus. On est beaucoup dans le mental, mine de rien, là, dans nos propos. Mine de rien, il y a la partie physiologique aussi. Je pense à la gestion des émotions, je pense à tout un tas de choses. Si on fait du sport, si on gère, notre relaxation, je pense à la cohérence cardiaque, par exemple, qui a été mis en place, justement aux États-Unis, dans le pôle militaire, alors je me souviens plus lequel, mais depuis très longtemps. Est-ce que vous mettez, vous, en place des choses pour vous peut-être, dans un premier temps et puis, peut-être que vous avez préconisé aussi, derrière, de faire du sport, de peut-être manger d'une certaine manière, ou pas du tout? Ah mais non, mais complètement. Ah, Évidemment, complètement, complètement, complètement. L'être humain est ce qu'il est. L'être humain est ce qu'il est, c'est un capital. ouais, Il y a un capital humain ou des une ri je j'aime pas les ressources, mais une richesse humaine. Mais ouais, cette richesse, d'une part, je dois la créer, d'autre part, je dois l'entretenir. bien sûr. C'est pour ça que, tous les jours, en fait, quand j'étais soldat, et j'étais à peu près un peu moins de 40 ans, j'ai fait du sport tous les jours. Il y a Mmh. pas une journée pendant lequel, on faisait pas de sport. Et même si vous pouvez pas vous mettre en tenue de sport, mais au minimum vous allez marcher, vous êtes dans un truc, vous allez vous aérer. Donc vous faites extrêmement, attention, à ça. Moi, j'ai couru tous les jours presque de ma vie de soldat, à tel point que maintenant j'ai cassé mes genoux, Mince. voilà, il faut que je marche, mais tous les matins, moi, je marche. Je me Ouais, lève à 6 heures du matin. Ce matin n'ayant pas fait exception, je marchais au moins 1 heure, hein, pour, aérer mon esprit, être en forme et ça me paraît absolument, fondamental et mmh, donc faire attention au corps, c'est important et effectivement l'alimentation est tout à fait importante. C'est pour ça que, les militaires, les services, qui s'occupent de ça dans les armées font, extrêmement attention de manière à ce que, l'alimentation soit équilibrée. C'est vrai dans l'armée de terre, c'est vrai dans la marine, on ne met pas n'importe quoi sur les bateaux, mais on part en mer, on amène un certain nombre de choses pour que cette nourriture, soit, équilibrée, dans ses différentes composantes. Donc c'est parfaitement vrai et si vous regardez les rations de combat, puisqu'on a des rations de combat, c'est des rations qui durent pour une journée, ouais, elles sont pas du tout, fait, au pif. Elles sont, organisées pour que l'organisme trouve exactement ce dont il a besoin pendant une journée pour, se préserver, pour améliorer les forces et cetera. C'est vrai aussi évidemment pour les boissons. Donc c'est évidemment tout à fait important ouais, et il y a aussi l'idée vous l'avez pas dit, mais l'idée de repos. bien sûr. C'est-à-dire que, on sait bien, enfin chacun le sait, vous êtes au meilleur de vos possibilités quand vous êtes bien reposé et c'est pour ça que, hors une armée, ça travaille 24/24. Une Mmh, fois que vous êtes engagé de nuit, de jour, vous arrêtez pas. Surtout maintenant, hein, quand on n'avait pas les appareils de vision nocturne, on pouvait, aller au bivouac et puis on prenait le combat le matin. Maintenant, c'est 24/24, hein, ça s'arrête ouais, pas, hein. La guerre entre Israël et le Hamas ou entre l'Ukraine et la Russie, elle ne s'arrête mmh, pas, c'est clair. 24/24. Et donc, il faut faire extrêmement attention aux périodes de repos et donc aux relèves. Et dans les états-majors, il y a toujours 2 ou 3 équipes qui vont se relever en permanence avec des périodes de prise de consigne. C'est pas forcément simple, hein, mais on impose aux gens d'aller dormir. Ouais, et Mmh, le chef doit dormir. Alors, bien sûr. le général Joffre qui commandait l'armée française en 1914 et qui, comme vous le savez, s'est trouvé, immédiatement face à de grandes difficultés parce que le plan marchait pas. Bon, Mmh, ce qui est pas étonnant parce que le plan je marche jamais à la guerre, mais et donc l'armée française, qui, qui prend contact avec les troupes allemandes sur la ligne bleue des Vosges en quelque sorte est immédiatement repoussée.
et donc l'armée française recule et jusqu'à la Marne. Après, il y aura le Mmh. sursaut de la 1re bataille de la Marne et puis on repartira vers l'avant et le général Joffre est bien connu, c'est-à-dire qu'au pire des combats, lui prenait toujours le temps d'aller faire une sieste. D'aller faire une sieste parce qu'il disait: Je travaille depuis 6 heures du matin, je dois redormir parce que je vais me coucher ensuite à je sais pas quoi, à 11 heures ou à minuit. Et vous devez pouvoir me réveiller s'il y a une urgence, mais moi je dois faire des siestes et ça, je crois que c'est, extrêmement, important. Donc oui, du sport pour être, en forme, toujours, moi 1 heure de sport par jour pour un militaire. OK. Alimentation saine, bien sûr, Ouais. alimentation et breuvage, Ouais, sain. boire de Bon, l'eau, c'est essentiel, ouais. en service, on ne boit jamais. On ne boit jamais, simplement pour être d'alcool, je veux dire, hein, ou de Ouais. boissons alcoolisées pour être c'est même interdit, pour être à 100 de ses possibilités et on fait extrêmement attention aux périodes de repos. Et d'ailleurs, la règle est claire pour le militaire, tu dors dès que tu peux. Mmh. Et moi, j'en ai gardé l'habitude, c'est-à-dire moi, je suis capable, je suis fatigué, je me couche, je dors 5 minutes et je reviens, de manière à être à 100. Voilà, peut-être que je peux dire un peu rapidement sur le thème que vous avez évoqué. Ouais, non, c'est essentiel, et puis, de toute façon, on sait très bien que, si on veut, avoir, des conditions cognitives, en tout cas des capacités cognitives, au top, bah, il faut bien s'alimenter, bien se reposer, faire du sport, ça, c'est les neurosciences qui nous le disent, Bien sûr. notamment. On parle de repos, voilà, on est dans un monde, où, la performance, est ultra présente, où on a envie d'aller toujours plus loin. Je suis dans un environnement relativement start-up, entrepreneurial. Voilà, j'ai eu la chance, on va dire, de présider le MEDEF et les moins de 40 ans du MEDEF, donc dans la zone Occitanie, et donc avec un gros pool d'entrepreneurs. On sait que c'est quand même une quête perpétuelle, cette performance chez certaines personnes. Comment faire en sorte de faire comprendre à ces personnes, de dire, bon, ben voilà, reposez-vous, ou peut-être d'avoir cette jauge, de se dire, ok, là, ça serait bien de souffler. Je ne sais pas exactement à quoi vous faites allusion, mais moi je suis, tout à fait effrayé de voir les bodybuilders, Ah, aller jusqu'au bout, non pas d'eux-mêmes, parce qu'ils ont largement dépassé, mais au fond, se mm, détruire à force de toujours, aller plus loin et demander au corps ce qu'il ne sait, pas faire. Donc, moi je crois que il faut effectivement avoir conscience de ses limites, de ce qu'on sait faire et de pas aller trop loin. Et je crois que dans cette affaire-là, le regard des autres est important et accepter le regard des autres. Et ce qui nous fait du mal aujourd'hui, c'est l'individualisme croissant qui mm, fait que l'individu a tendance à beaucoup plus vivre pour lui-même que pour le collectif. Et s'il vit pour lui-même, donc il cherche à être meilleur pour lui-même et pas pour les autres. Dans les armées, on fait non pas du bodybuilding, mais évidemment, on travaille non seulement les jambes et les genoux, mais également le haut du torse. Mais je dirais, on le fait juste pour être bon dans le collectif, pas pour être bon soi-même. D'ailleurs, mm. celui qui arriverait avec des épaules démesurées, très, très rapidement, serait extrêmement mal vu parce qu'il passerait son temps à faire des choses qui sont inutiles pour le collectif. Donc la mesure me paraît extrêmement importante. Je dirais que entre le bodybuilding pratiqué de manière outrancieuse et le selfie, bon, c'est à peu près la même chose, hein. Ouais. Je veux projeter mon image de moi et je crois que le leader, si on en revient au leader, c'est celui qui va faire comprendre que dans cette affaire-là, le mieux est évidemment l'ennemi du bien et qu'il y a jamais de succès individuel, il y a que des succès collectifs et ce qui Mm. s'oppose finalement, au succès collectif, et donc une attention trop profonde portée à soi-même, n'est pas bon pour l'individu lui-même parce que ça ne permettra pas au groupe lui-même de progresser et d'aller là où il peut aller. Mmh. On touche du doigt, mine de rien, l'estime de soi au sens large, avec, notamment la notion de confiance en soi dont vous parliez tout à l'heure. La confiance en soi est essentielle, hein, pour un leadership, et je pense que, c'est un cercle vertueux ou vicieux, tout dépend comment on se trouve, mais vertueux dans le sens où, beh, si le leader a confiance en lui, automatiquement, bah, les personnes en face de lui vont le capter, et on va pouvoir aussi donner la confiance nécessaire à ses subordonnés, par exemple, derrière. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la confiance en soi, et ouais, qu'est-ce que ça vous Alors évoque quoi?
je voudrais d'abord élargir la question. Je crois que la question de la confiance est une des questions centrales, Mmh. du leadership. C'est-à-dire, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de il y a pas de leadership, il n'y a pas de collectif sans confiance, parce que le collectif, c'est bien un endroit où on s'en remet aux autres, que ce soit son chef ou ses camarades, et à l'inverse, hein, le leadership crée de la confiance. Ouais. Donc, à la fois la confiance est un présupposé et c'est une conséquence. Et je pense que, la création de la confiance est la première responsabilité du leader. Mon travail, c'est de créer un collectif, mais ce collectif ne fonctionne que dans la confiance, donc je dois créer de la confiance. Alors moi, j'ai tendance à dire, en schématisant un peu, que la confiance, elle a 4 dimensions. OK. Elle a 4 dimensions, pour faire rapide. Il y a évidemment, d'abord, une confiance du bas vers le haut, hein. Je dois avoir confiance dans mon chef, je dois avoir confiance dans la mission qu'il me donne, je dois avoir confiance dans la machine. Le soldat, s'il n'a pas confiance dans l'armée, qui est au-dessus de lui, dans sa compagnie, il n'avancera pas. Donc j'ai confiance vers le haut. La deuxième dimension de la confiance, elle est toujours une confiance verticale, mais du haut vers le bas. C'est-à-dire que le chef d'entreprise, s'il n'a pas confiance dans son entreprise, dans ses collaborateurs, il ne va pas se lancer dans des manœuvres stratégiques compliquées, et cetera. C'est bien parce que j'ai la confiance dans l'entité qui m'est confiée que je peux avancer. Le chef militaire, il est avec ses hommes, il est devant, vous êtes capitaine, vous êtes devant, vous n'êtes pas derrière. Si vous Ouais. n'avez pas confiance dans la troupe, bah, vous mettez vous-même en risque. Donc il y a cette confiance-là. Et puis, il y a une dimension horizontale, nous avons confiance les uns, dans les autres, pour aller ensemble. Ben, le comptable, il a confiance dans la qualité de l'ingénieur, parce que si l'ingénieur est pas bon, ça sert à rien d'être comptable, Mmh. et réciproquement. Et chez nous, le type qui tire à la mitrailleuse, il a confiance dans celui qui lance des grenades, parce que chacun fait l'un et pas l'autre, et si, il faut avoir confiance ensemble. Et puis la quatrième dimension, c'est pas vraiment une dimension, mais vous l'avez dit, c'est la confiance en soi. Mmh. C'est parce qu'on va donner à chacun le sens de la responsabilité de l'autre. Donc tu es responsable de l'autre, tu es responsable de l'autre, mais si je n'ai pas confiance en moi, je ne vais pas accepter la mission, parce que vous me donnez une responsabilité que je ne peux pas exercer. Donc la confiance en soi chez nous est travaillée, et on la travaille. Par exemple, on fait en sorte que le tireur à la mitrailleuse tire bien à la mitrailleuse, et que le lanceur de grenades lance bien des grenades. D'abord pour le collectif et d'abord pour eux-mêmes. Ouais. Parce que si mais non, je ne me donne pas une mitrailleuse, moi je vais faire, tout le monde va périr à cause de moi. Mmh. Et donc il va falloir que les gens soient suffisamment sûrs d'eux pour arriver à accepter, leur mission, et avancer. Donc cette confiance-là, on va la travailler, également, et on la travaille, en mettant, les gens, nous, où est-ce qu'on peut le faire, en difficulté. On les Mmh. met dans des centres d'entraînement commando où d'une part, les gens ont besoin des autres pour arriver à se sortir, des trucs absolument pas terribles, mais très compliqués, des situations très compliquées dans lesquelles Sortir de ils sa zone de sont. confort, quoi. Complètement, complètement. Ouais. Et d'autre part, les gens se disent: «Bah, finalement, je m'en suis sorti. Je m'en suis sorti avec les autres, mais je m'en suis sorti aussi parce que je ne suis pas très mauvais». Mmh. Donc on va travailler en permanence la confiance, avec cette idée qui est fondamentale chez nous, que le premier rôle du chef, c'est de créer de la confiance. Ouais, et la notion d'entraînement aussi, hein, ce que je peux entendre derrière, c'est, pour la personne qui lance la grenade, bon, mais il y a des manières de faire, il y a des techniques, à apprendre, et plus on répète le geste, comme un sportif de très haut niveau, ben, plus en fait notre niveau de confiance en nous augmente, parce que, beh, en fait, on voit aussi les performances, augmenter quelque part. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors c'est intéressant parce que ça nous ramène à l'idée de drill. Alors c'est un terme qui est pas très utilisé aujourd'hui. Le drill, c'est répéter infiniment la même chose pour le savoir par cœur et donc avoir parfaitement confiance. Et alors, c'est intéressant parce que le drill était utilisé et conçu au départ pour enlever toute initiative, hein. C'est Frédéric II, roi de Prusse, Ouais. qui invente le drill. Il fait faire la même chose à ses troupes tout le temps, de manière à ce que ses troupes soient extrêmement efficaces. C'est-à-dire que le drill est un moyen de transformer un homme en robot. Bon, Mmh. on a compris que ça pouvait marcher peut-être au XVIIIe siècle, mais que ça ne marche pas forcément maintenant. Et donc le drill a changé de nature, ce qui ne veut pas dire qu'on ne le pratique pas, mais on le pratique pour accroître la liberté d'action.
Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que, par exemple, prenons un acte simple qui est tirer à la mitrailleuse. Eh ben, mes soldats, je vais les faire tirer à la mitrailleuse de jour, de nuit, avec un masque à gaz, dans les conditions les plus compliquées, et cetera, pour qu'ils aient totalement confiance en eux, dans leur capacité à produire cet acte élémentaire. Bien sûr. Mais aussi, pour qu'ils n'aient pas à se poser la question une fois qu'ils seront sur le champ de bataille, parce que j'ai besoin de leur intelligence, non pas pour découvrir comment on sert une mitrailleuse, mais Mmh. pour comprendre comment réagir devant une situation que personne au monde n'a jamais rencontrée. Et donc, j'ai besoin de leur libérer de la bande passante, de manière à pouvoir faire appel à leur initiative et à leur intelligence à l'endroit où elle est utile, mais pas pour régler des problèmes techniques dans lesquels leur intelligence est inutile parce qu'ils peuvent l'apprendre par cœur. C'est pour Mmh. ça que quand vous regardez des sacs de soldats, ils sont faits de la même manière. Pourquoi? Bah, ils ont, la grenade au même endroit, la gourde au même Bien endroit, sûr. et cetera. Parce qu'ils Tout ne va doivent plus pas vite. avoir le poignard au même endroit. Ils n'ont pas à se poser la question. Bien Moi, sûr. je leur demande de regarder le monde, mais il y a des tas de choses qu'ils font de manière totalement automatique. Donc oui, on va pratiquer la répétition des gestes, d'une part pour qu'ils soient acquis, mais surtout pour libérer de la bande passante et pour que le soldat, le sous-officier et l'officier puissent appliquer son intelligence là où on en a besoin, c'est-à-dire pour produire de l'initiative et de l'adaptation à des circonstances que personne n'a encore jamais rencontrées. Ouais, bon, ouais, on est aligné là-dessus et ça fait sens avec des messages qu'on a entendus de sportifs de très haut niveau, cette fameuse répétition et puis, en fait, avec tout ce qu'on a dit, hein, la notion de repos, de bien manger, de faire du sport, bref, tout ça est interconnecté et même au niveau de la confiance en soi, bah, mine de rien, d'aller faire du sport tous les matins, au-delà des certaines parties du cerveau qui sont activées, c'est que, bah, en fait, on voit aussi notre corps en forme et ça donne confiance aussi. Voilà, on travaille aussi sur l'image de soi. Avec ce que vous avez pu voir, mine de rien depuis, toutes ces années, c'est quoi la notion de bonheur pour vous? La notion de bonheur, alors, moi je pense que j'étais, pas tout le temps, mais la majorité de ma vie très très heureux et le bonheur, enfin, moi je pense que c'est une affaire d'adéquation. Mmh. C'est une affaire d'adéquation entre soi, ce qu'on pense de soi, les valeurs qu'on porte, et le monde dans lequel on est, ce qu'on fait, et cetera. Pourquoi sommes-nous, stressés, un peu malheureux aujourd'hui? Parce que, bah, on est tous à espérer, la paix, et cetera, et on voit que c'est très compliqué et c'est très compliqué et voilà, c'est remis en cause par rapport à des choses qui sont complètement, stupides ou aberrantes. Et donc le bonheur, c'est être en harmonie. Je crois que l'harmonie entre soi, c'est-à-dire ce que je crois, les valeurs que je porte, elles correspondent avec ce que je fais. C'est Mmh. pour ça, encore une fois, que moi, j'aurais jamais pu faire de la politique. Il aurait fallu probablement que je mente, que je dise pas ce que je pense, et cetera, et donc je pense que j'aurais été malheureux, alors que le métier militaire dans lequel on vous demande d'être vous-même, d'adhérer à des valeurs, et puis si vous adhérez pas aux valeurs, vous partez de toute façon. Donc au fond, vous adhérez, donc vous vivez dans un monde, qui est harmonieux, Mmh. vous comprenez la nécessité de l'autorité, donc vous la supportez et vous l'exercez, et vous faites ça pour le bien et pas pour le bien tel que vous le comprenez, Bien et sûr. donc vous êtes en harmonie et vous pouvez être heureux. C'est pour ça que la plupart des militaires, quand ils pensent à la période qu'ils ont vécue dans les armées, bon, ils ont toujours un ou 2 souvenirs un peu moins bons que les autres, mais ils y pensent toujours avec nostalgie. Alors évidemment, on reconstruit un peu ce qu'on a vécu, mais en général, bah, ils ont vécu en harmonie, ils ont vécu dans un monde de valeurs qui étaient les leurs et ils ont été heureux. Et même d'ailleurs, maintenant, je ne vous pose pas la question de savoir si vous avez fait votre service, militaire, parce que je pense que vous ne l'avez pas fait. Mais, ceux qui l'ont fait, alors ça, il Ouais. faut remonter à des gens, qui, ont presque la Une cinquantaine d'années génération du dessus, maintenant. ouais. Ah non, pas la génération, mais un peu, c'est une cinquantaine d'années, et bah, ils y pensent avec nostalgie, parce qu'ils y pensent à un moment, bah, où tout n'était pas forcément facile. Mais Mmh. enfin, il y avait de l'harmonie, et je pense qu'il y a un lien très fort entre l'harmonie, et le bonheur. C'est pour ça aussi que, si on revient un peu au leadership, il y a l'autorité légale, hein, il y a Mmh. l'autorité, qui dure pas longtemps, il y a l'autorité de compétence, et la vraie autorité, c'est l'autorité de conviction. C'est-à-dire je crois
je crois et parce que je crois, je suis capable de te faire croire et de t'emmener. Et je pense que le leader qui appuie son leadership sur ses convictions est un leader qui est heureux et Mmh. qui donc, entre bonheur et heureux, je sais pas la différence, mais en tout cas qui est heureux d'exercer son métier de leader. Ouais. Vous parlez d'harmonie, bah, comment vous faites pour être, dans une certaine harmonie, vous, Vincent, aujourd'hui? Écoutez, moi, je ne tergiverse pas avec, ce que je pense. Aujourd'hui, je suis souvent sur les plateaux de télévision. Bah, j'ai été exclu d'un certain nombre de plateaux parce que je dis ce que je pense. Moi, on voit, un certain nombre de gens qui disent juste ce que les gens ont envie d'entendre. Non, moi, je dis ce que je pense et voilà et donc je suis en harmonie, je pense, certains pourraient peut-être dire le contraire, mais je ne crois pas. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre ce que je crois et ce que je dis. Ouais. Si encore une fois, ce qui m'a valu de véritables problèmes, hein. Moi, j'ai quitté les armées dans des conditions un peu difficiles parce que j'ai dit ce que je pensais, par exemple, sur la guerre en Afghanistan et que ça n'a Mmh. pas forcément plu à voilà, à un certain nombre de chefs, si vous voulez. Mais je regrette pas. Moi, Ouais. je suis pas capable je crois que c'est très important. Je crois que, avoir de vraies idées, s'y tenir, je crois que c'est ça qui fait la force et donc j'ai des convictions et je m'y tiens, voilà. Mmh. Ça marche, c'est très clair. Heu, si on parle donc de leader, on parle souvent derrière un leader homme, il y a souvent une femme derrière qui est là pour l'accompagner en tout cas. Hem, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous avez aussi, voilà, un lien très fort avec votre famille, avec des amis, qui vous permettent justement, vous, de trouver cet équilibre, cette harmonie? Alors, d'une part, là, on a parlé effectivement, essentiellement d'hommes, ce qui est pas bien parce que, les femmes ont évidemment Bien toutes les sûr. qualités pour être leaders et être des grands stratèges et on en connaît tous et cetera. Ouais. Bon, je dirais que si c'est moins visible, c'est que, je dirais l'histoire finalement a produit assez naturellement une espèce de ségrégation, mais qu'on est en Mmh. train de avec des on C'est est en en train train de de changer. rattraper tout ça Ouais, et c'est bien. Donc tant les mieux. femmes sont capables, non seulement, mais elles sont et je pense même qu'elles ont une qualité, que les hommes ont moins qu'elles, c'est l'empathie. Mmh. C'est l'empathie. Bon, ce qui veut pas dire que l'homme n'est pas capable d'empathie, mais je crois que peut-être fondamentalement, c'est une qualité, non pas plus féminine, mais que les femmes ont peut-être, plus naturellement que les hommes et je ne retire rien, à ce que j'ai dit, l'empathie est une qualité fondamentale. Comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre, c'est une qualité pour être leader et c'est une qualité pour être stratège, parce que la Ouais. stratégie, c'est pareil. La stratégie, c'est une relation à l'autre. Mmh. Et donc, je veux être capable à mon fournisseur, à mon banquier, à mon collaborateur. Voilà. Et donc, cette empathie-là, qui est féminine, est tout à fait important. Alors, vous me posez la question de savoir si la famille était importante. Moi, je crois que c'est très important. C'est très important et à cause de ce que je disais tout à l'heure, à cause de l'harmonie. Je Mmh. peux pas. Moi, j'ai la grande chance d'être dans une famille bretonne, hein, dans lequel bah, il y a eu beaucoup d'enfants. On était 6 enfants et on l'est toujours, 6 enfants, ce qui est tout à fait extraordinaire. Ouais. Je ne dis pas que c'est toujours facile, mais on a toujours fait en sorte que d'essayer de rendre les choses faciles. Et je crois que c'est très important. Le métier de leader est un métier qui est compliqué. J'ai besoin l'approbation, de la compréhension des autres, de la capacité à parler. Le leader est quelqu'un qui pourrait se retrouver dans sa tour d'ivoire s'il n'y fait pas attention. Donc il faut qu'il ait des lieux où il puisse échanger, je dirais, entre égaux. Ça, Mmh. c'est quelque chose qui est très important. Moi, j'interviens dans de nombreux, clubs, de chefs d'entreprise, ou d'associations de toute, nature que vous connaissez, pour certaines, le CJD, Bien sûr, ouais. l'APM et d'autres, parce qu'il y en a quand même beaucoup et je crois très important, ces lieux où les leaders, parce que ce sont tous des leaders qui sont là, arrivent à parler avec les autres, avec des amis dans lesquels il n'y a pas de challenge. Mmh. Alors dans les familles, il peut y en avoir. On sait bien que c'est toujours un peu compliqué les rapports dans les fratries, mais l'important c'est qu'il y a rien à prouver.
Oui, Ouais. alors dans une famille à mon âge, on n'a plus rien à prouver les uns aux autres, donc on arrive on est ce qu'on est, on va pas se refaire, Ouais. on arrive à trouver cette harmonie qui est tout à fait importante. Mais l'amitié, est importante. Un ami est celui qui est, capable, d'entendre ce qui fâche. Mmh. Ou je suis capable de lui parler de mes problèmes et lui, il est capable en empathie et en sympathie Mmh. et en sympathie, c'est je te veux du bien, Bien sûr. de dire: «Ben, écoute, voilà, moi, voilà ce que j'en pense» et donc je trouve que c'est très important et il est clair que dans cette affaire-là, moi, je pense que, une épouse, peut jouer et doit jouer et c'est pas toujours simple, on le sait, un rôle qui est tout à fait important. Ouais. Ou un époux si c'est dans l'autre sens, Un époux, enfin bien sûr, bref. bien sûr. Non, mais On est un alter d'accord, hein. ego à qui je peux parler en confiance Ouais. et pas en challenge. Ça c'est extrêmement important. C'est extrêmement important et c'est difficile. On le sait Mmh. bien, dans le couple, c'est difficile pour un certain nombre de raisons, et c'est pas toujours facile aussi et c'est pas toujours ça peut être facile, puis devenir difficile, plus facile Mmh. et c'est pour ça qu'on a besoin d'amis. On a besoin d'amis pour, pouvoir leur parler, les rencontrer, parler de choses et d'autres et échanger, voilà, sans qu'il y ait de compétition. Dans un milieu dans lequel il y ait pas de compétition et on peut tous dire, même ce qui fait mal à l'un et à l'autre sans se blesser. Ouais, 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 on est complètement alignés là-dessus aussi. On arrive sur les questions de la fin. Quelle est votre journée type? Du matin au coucher, du lever au coucher, pardon. On a bien entendu qu'il y avait du sport, voilà, dès 6 heures du mat. Mais est-ce qu'il y a des rituels bien spécifiques dans votre journée que, voilà, c'est ça et pas autrement? Alors oui, alors moi j'ai la chance encore maintenant d'avoir des journées qui sont extrêmement, variées, dans leur architecture générale. Je Mmh. je fais beaucoup de conférences dans le monde entier, je prends beaucoup le train, je prends beaucoup l'avion, il y a pas une journée qui ressemble à l'autre. Donc ça, c'est une très, très grande chance. Ouais, Je fais du d'accord. conseil en stratégie, ouais et voilà. Donc elles sont très variées. Mais effectivement, il y a pas des rituels, mais il y a des choses qu'on fait tout le temps ou que je fais tout le temps. D'abord, sauf exception, et parfois ça m'arrive le week-end, parce que le week-end, j'ai besoin de rattraper le temps de sommeil que j'ai pas eu pendant la semaine. Je me lève toujours à 6 heures. Je OK. me lève à 6 heures. Je me lève à 6 heures et après je fais entre 3/4 d'heure et 1 heure de sport, de marche, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il pleuve, hein, Mmh. je fais, ça c'est le militaire en moi qui m'a appris ça, tu te préoccupes pas de toi, tu avances et donc si on dit: il fait un peu froid, il pleut un peu, tu y vas pas, ça fonctionne pas. Ouais. Donc tous les matins, quoi qu'il arrive, je mets ou pas un imperméable, ou des gants, mais je fais. Ça c'est la 1re chose. Ensuite, j'essaie d'avoir un petit déjeuner équilibré et effectivement et pas trop plantureux, mais je fais attention effectivement à ce qu'est mon petit déjeuner le matin. Qu'est-ce que vous mettez, par exemple, vous êtes plutôt la team française, pain, beurre, Nutella, confiture ou ou Alors plutôt, moi je suis, voilà, vous avez raison. Alors ouais, écoutez, je mange des pruneaux parce que ma maman m'a dit qu'il bien fallait sûr manger des pruneaux. Je crois que c'est important. et ouais, J'ai les ensuite fibres. effectivement, je suis plutôt petit déjeuner français, c'est-à-dire un café. Un Ouais, café qui est d'ailleurs de chicorée, parce que ma maman aussi m'a appris que c'était bien, ouais, de la chicorée et puis, pain beurre, non pas beurre, je prends pas de beurre parce que je crois qu'il ne faut pas trop prendre de lipides, donc j'essaie d'équilibrer cette affaire-là. Mais mes confitures et pas trop de sucre non plus, puisqu'on bien sait sûr. bien que les sucres produisent de la graisse et qu'il n'en faut pas trop. Et puis un jus d'orange que je me fais moi-même tous les matins, parce que je crois que c'est important. Ouais, Donc voilà, ensuite, moi je ne rate jamais ma pause de déjeuner. ouais, Je déjeuner toujours très très, très sain, même quand je vais au restaurant, je prends un plat, je prends rien de plus. Je ne bois jamais d'alcool au déjeuner parce que je sais que ça rend, mes après-midi, enfin toute plus pensée difficile. complexe. Donc Ah ouais, voilà. Ensuite quand je peux, je fais une sieste qui dure entre 5 minutes et 1/2 heure, mais je fais une sieste pour retrouver de l'énergie. mmh, Je dîne, j'essaye de boire peu et par exemple à Paris, sauf quand je suis au restaurant, je ne bois jamais, je veux dire d'alcool. ouais, Ça m'arrive en vacances ou quand je suis chez moi en vacances, mais à Paris jamais et puis, j'essaye de ne pas travailler, après le dîner. mmh,
je suis parfois c'est parfois il faut parfois le faire, mais j'essaie de ne pas travailler et je me couche à une heure régulière, c'est-à-dire je me couche toujours entre, 22h30 et 23h et 23h au plus tard, je dois dire que mon épouse m'aide, sinon j'aurais une petite tendance à dériver, mais là je ne dérive pas et donc finalement je suis très reconnaissant de m'imposer des horaires, raisonnés parce que je crois que ça aide beaucoup à être en forme le matin et à pouvoir faire tout ce que je fais parce que je fais quand même énormément de choses pour mon âge, même si mon âge n'est pas très élevé, mais enfin, j'ai plus Ouais. vraiment, 25 ans. Voilà et donc, oui, j'ai un certain nombre de rituels comme ça qui permettent un bon équilibre. Ouais, on le voit bien. La notion de spiritualité, ça vous parle ça ou pas du tout? Vous croyez en quelque chose? Alors, oui, bien sûr, moi je crois en quelque chose. Alors je suis, comme tout bon breton, hein, je suis catholique, j'ai été baptisé, j'ai fait toutes les communions qu'il a fallu faire et cetera. Je suis marié à l'église, voilà. Heu alors je suis moins pratiquant que je l'ai été, mais comment pourrait-on dire? Je suis déiste, très Ouais. sûrement. Je suis déiste, très sûrement. Voilà, moi je crois à ça et heu je ce que je je crois pas qu'on puisse être uniquement matérialiste. Moi, je voyage beaucoup dans le monde et je regarde les autres religions. Moi, je pense que le fait d'avoir justement la spiritualité, aide à vivre. Ça aide à relativiser les problèmes, quotidiens et si on ne sait pas, exactement, si Dieu existe, on peut en tout cas, penser que l'être humain est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire et si on croit en l'homme et en l'humanité, je pense que ça permet d'avoir une ligne de vie et un comportement général, qui vous aide à vivre. Ouais, on est d'accord là aussi, une fois de plus. Est-ce que vous avez bah, justement dans cette continuité, une croyance particulière quand vous êtes vraiment dans le dur? Là ça c'est chaud, physiquement, psychologiquement, on n'est pas au top. Est-ce qu'il y a je sais pas, vous vous raccrochez à quelque chose en particulier, à une vision, à ou tout simplement, peut-être à un gris-gris, voilà, on a tous nos trucs. Est-ce que vous avez quelque chose comme ça vous? Non, je crois pas, non, j'ai pas de gris-gris, alors pour être très terre à terre, quand ça va pas et au bout d'un moment ça va pas quand je suis fatigué. Mmh. J'arrête. J'arrête tout, je ferme les yeux, même fermer les yeux 5 10 minutes, je reprends quelque chose et je redémarre parce que la forme physique est tout à fait important. Bien sûr, ouais. La neurasthénie, la neurasthénie, la mélancolie, le fait de mal décider, de se mettre en colère, Mmh. pour rien, voilà, ça repose quand même sur un mal-être du corps et donc voilà, je recrée les conditions d'être en harmonie et de pouvoir, avancer. Moi, je sais que j'ai mes limites. Je Mmh. sais que j'ai mes limites, je travaille, beaucoup, mais au bout de 3 4 heures, il faut que j'arrête. J'arrête, point barre, j'arrête, c'est tout. Je pense à autre chose, je vais marcher, je vais me coucher, fermer les yeux. Alors, moi, j'ai un moyen de recréer mon moi-même. Alors, c'est peut-être ça mon gris-gris, je recrée les conditions de la nuit. C'est-à-dire que j'ai toujours sur moi, ce que j'appelle un masque Air France, hein, Ouais. voilà et puis des bouchons d'oreilles, et donc je me recrée, l'ambiance de nuit, donc je m'allonge partout où je dors. Dans le train, c'est comme ça, dans l'avion, c'est comme ça. Mmh. Je recrée l'ambiance qui me permet de me reposer et alors je sais pas si c'est et je crois en ma capacité à m'endormir. Mmh. Donc, évidemment, au début, tu vas pas t'endormir. Je dis: «Si, tu ferme tes yeux, tu vas t'endormir» et je m'endors effectivement et je me réveille et donc là, j'ai retrouvé la force et je repars. Ouais. Voilà, bon pour le côté un peu matériel, mais qui est important et pour le reste, eh ben, quand ça va pas, moi je me raccroche, aux valeurs auxquelles je crois. Alors, les grandes valeurs, mais pour moi qui ont toujours été, la France, la démocratie, la liberté, pour moi c'est et qui sont Mmh. des lignes générales, non pas de fuite, mais des lignes, des lignes d'engagement et je crois en l'homme. Je crois en l'homme, donc je crois qu'il y a quelque chose de bon dans chacun et donc il faut aller chercher ça et je me dis que si quelqu'un est vraiment mauvais ou fait quelque chose de mal, Mmh. c'est pas parce qu'il est mauvais, parce que chacun peut être bon ou mauvais. Au fond, les conditions ont pas été créées et c'est pour ça aussi que j'aime bien les milieux dans lesquels il y a naturellement quelque chose de bon.
où les humains, ont forcément quelque chose de bon. Je pense à 2 milieux donc dans le sport, les gens qui Ouais, font du sport, ils ont forcément quelque chose de bon. Quand vous allez au bout de vous-même, vous avez quelque chose de bon, en vous. Le milieu de la voile, bon, j'ai fait et ouais. beaucoup de voile, j'en fais beaucoup moins depuis longtemps, mais la voile, c'est dur, c'est pas facile, la compétition, c'est pas facile. Et donc vous avez quelque chose, donc vous êtes dans un milieu, vous êtes sûr qu'il y a vraiment du bon chez quelqu'un. Et Mmh. l'autre milieu que je pratique, que j'ai beaucoup pratiqué et que je pratique toujours, c'est la montagne. Et ouais. C'est la montagne. Quand vous rencontrez quelqu'un à 3000 mètres d'altitude et qu'il a un sac à dos, il a quelque chose en lui qui est bien. Et vous partagez des valeurs. Et vous partagez des valeurs, c'est pour ça que dans un refuge de montagne, tout de suite, on se comprend même si on ne parle pas la même langue. Parce que d'abord, on a le sens du beau. Parce Mmh. un montagnard, il a le sens du beau. Ce que vous allez chercher dans la montagne, c'est la beauté, l'esthétique. La montagne est extraordinairement belle. Elle vous Ouais. offre à chaque pas des spectacles différents. Elle vous offre une pureté que vous ne trouvez pas ailleurs. Et elle vous offre ce que vous trouvez aussi dans le combat et puis dans l'armée, c'est-à-dire un espèce de tout ce qui est superflu s'en va, Mmh. hein, c'est vous-même et donc vous retrouvez ça et donc c'est des milieux, où quand vous rencontrez quelqu'un, forcément, vous partagez quelque chose avec lui. Forcément, vous partagez quelque chose avec lui. Bon, l'amour de la mer, l'amour de la voile, l'amour de la montagne, l'amour de la beauté et donc vous pouvez parler et donc c'est des milieux dans lequel vous vous sentez, naturellement bien. Alors c'est pas des gris-gris, mais voilà, pour Ouais. être bien, quand vous allez à la montagne, je suis bien moi à la montagne, c'est comme ça. Ouais. Et quand je fais de la À la montagne, je mer. sais À la mer comme à la montagne, j'ai l'impression que vous êtes bien. voilà. Hem, une personne qui vous inspire ou qui vous a inspiré pour être l'homme que vous êtes aujourd'hui? Alors bon, moi mes modèles sont un peu militaires, hein. Mes Ouais. modèles sont un peu militaires, et évidemment quelqu'un qui inspire un soldat, c'est les grands chefs militaires et mais celui qui me paraît le plus inspirant. C'est pas le seul, mais c'est Charles de Gaulle, Et ouais. hein, Charles de Gaulle qui était un homme, gigantesque, qui a réussi. C'est un leader, incroyable, qui a le don du verbe, qui place des lumières sur la colline, comme l'idée de la France libre et cetera, qui arrive à attirer. Donc, moi je pense que De Gaulle est un homme tout à fait remarquable. D'ailleurs, si vous regardez De Gaulle, vous allez le trouver là, regardez, là, il Et y ouais, est, en hein, effet, ouais. et puis vous trouvez Napoléon. Vous Mmh. trouvez Napoléon, parce que Napoléon est un homme, tout à fait remarquable. C'est clair. Les 2 ont leurs faiblesses, hein, et les 2 iront trop loin, hein. De Gaulle ira trop loin, il ira à une élection de trop. Napoléon fera 2 campagnes de trop, celle Et d'Espagne, ouais. celle de Russie. Et donc c'est des hommes qui c'est des hommes gigantesques, ce sont des hommes, incroyables, mais qui ont leurs faiblesses. Donc ils nous rappellent que tous les 2 qu'on peut être, excellents, qu'on ne l'est pas tout le temps et qu'il faut être modeste parce que justement, on le disait tout à l'heure, vouloir aller au-delà de soi-même, au-delà de ce qu'on sait faire, eh bien ça fonctionne pas. Et quand on n'est plus en adéquation avec son monde, on peut plus être un bon leader, on peut plus être un bon stratège. Donc c'est pas les 2 seuls êtres humains que j'admire, mais en tout Mmh. cas, s'ils sont là, vous voyez, c'est qu'ils ont quand même une certaine importance pour moi. Ah beh, en effet. Merci de nous partager tout ça, Vincent. Hem, si, voilà, un auditeur a envie d'en savoir plus sur vous, a envie de vous interviewer comme nous ou envie d'aller creuser un peu plus, qui vous êtes et ce que vous avez fait, est-ce que, d'une part, il peut vous joindre et si oui, par quel moyen? Écoutez, moi j'ai un mail, hein, je suis sur LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn? Ouais, on me trouve facilement, bien sûr, pas OK, de pas de difficulté, c'est avec plaisir. Et puis si, on peut aussi lire ce que j'ai écrit, bien sûr. hein, ouais, et alors mais moi j'ai vraiment écrit ce que je pensais. Moi, OK. j'ai vraiment écrit ce que je pensais, donc et je peux pas écrire ce que je pense pas. Donc si on veut savoir ce que je pense sur la stratégie et le lien entre le leadership et la stratégie, j'invite à lire mes 2 derniers ouvrages qui Et ouais. s'appellent, «Entrée en stratégie», hein, publié chez Lafon, ça il y a 3 ans. Mon dernier ouvrage de stratégie qui s'appelle «Viser le sommet», Eh oui. publié chez, De Noël il y a 1 an. Et puis mon dernier publié chez Odile Jacob, et qui est la raison probablement pour laquelle on est en train de bavarder, c'est «Devenez leader», où vraiment là je rentre 35 ans de leadership et de management basé sur mon expérience, en disant: Voilà moi ce que je crois véritablement, dans ce domaine à la fois de la stratégie
et du leadership. En tout cas, on mettra dans les liens du podcast, tout ce dont, tu as besoin, donc le lien pour aller sur LinkedIn, et aller voir votre profil et puis bien sûr tous les liens vers les ouvrages, que vous mentionnez, là, maintenant. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos auditeurs? Écoutez, non, non, j'ai rien de particulier. Je crois qu'on a bien bavardé, mais on peut terminer par ce que j'ai dit, au départ, c'est-à-dire la confiance dans l'homme. Moi, j'ai confiance dans l'être humain, j'ai confiance et c'est pour ça que, voilà, que je suis allé au bout d'un certain nombre de choses parce que j'ai confiance, encore une fois, confiance sans naïveté, mais confiance dans l'homme. Il est véritablement capable du meilleur. À nous, leaders, de l'aider à devenir ce qu'il peut être. On ne pouvait pas terminer mieux. Merci infiniment Vincent pour notre échange et puis pour toutes celles et ceux qui nous écoutent encore et beh, rendez-vous, la semaine prochaine avec un invité, aussi exceptionnel que Vincent Desportes. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci à vous. Merci.